qu'il annonce depuis un certain temps. Donc voilà, le son c'est super important. Et je regarde un petit peu les points que j'avais notés. Conseil pour commencer, blablabla, le son, le bidule, le machin. Et ouais, voilà en tout cas pour moi ce qui doit être les raisons qui poussent vraiment à entreprendre une telle démarche. Pour peu qu'on veuille vraiment proposer quelque chose, pour moi c'est vraiment si on a la sensation de pouvoir ou l'ambition d'apporter quelque chose un petit peu en plus. Si on peut tordre un format à sa propre image, à son propre style, c'est vraiment important. Il ne faut pas vouloir perdre l'originalité à tout prix, bien entendu, il faut juste être au plus près de ce qu'on voudrait voir. Et il y a des choses originales et des choses pas originales de toute façon. Mais voilà, beaucoup de gens aussi me demandent quel est mon rapport à la critique cinéma. Malgré ce que je fais, malgré les vidéos sur le cinéma, j'ai un rapport difficile en fait à la critique cinéma. Il y a un truc que la plupart des débats cinématographiques en fait m'emmerdent profondément. Souvent quelqu'un vient me dire à propos d'un film que j'ai adoré, je sais pas, je prends l'exemple de Dune, parce que je n'arrête pas de prendre l'exemple de Dune, c'est devenu un running gag sur la chaîne, mais bon, je peux le prendre. Quelqu'un qui vient me voir en me disant c'est nul Dune. Ok, il n'y a pas de souci, je m'en fous. Il y a un truc dans la critique cinématographique qui est assez intéressant parce que le cinéma c'est vraiment un des arts les plus démocratisés, les plus populaires, et tout le monde a son propre rapport au cinéma. Ça sera vraiment différent dans d'autres domaines, je sais pas, comme la littérature, où il y a un côté pas plus difficile d'accès, mais moins répandu, moins évident dans la démarche que n'importe qui pourra avoir. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui n'a jamais vu un film au cinéma. C'est absolument impossible. Quand j'étais à la fac, ce défi avait été lancé à plusieurs promotions, trouver quelqu'un qui n'est jamais allé au cinéma, quel que soit son âge, quelle que soit sa génération, personne n'avait réussi à faire ça. Donc le cinéma c'est vraiment assez particulier parce que tout le monde a une opinion sur le cinéma. Et comme tout le monde a cette opinion, tout le monde se sent un petit peu, comment dire, pris en défaut dès que cette opinion est mise en cause. Et généralement, c'est marrant parce que le cinéma montre que, à quel point justement les débats sur le cinéma deviennent parfois une espèce de conflit identitaire. Si tu remets en question l'opinion de quelqu'un, tu remets en question son identité, son être même, et ça devient une espèce de passe-temps généralisé. Et donc c'est assez difficile, et j'étais très curieux quand j'ai commencé de voir ce que pourraient être les réactions. Et j'ai eu la chance d'avoir une communauté assez cool, voilà, avec un quota assez limité de trolls, on va dire. De toute façon, quelle que soit la qualité, la démarche ou quoi que ce soit, quelle que soit vraiment la nature du premier qu'on propose, il y aura toujours un quota de trolls, quoi que vous fassiez. Donc si vous voulez vous lancer dans ce genre de démarche, en tout cas, sachez que la première chose à faire, c'est quoi qu'il arrive, se blinder. Il faut être sûr de soi, il faut vraiment avoir confiance en soi, parce que Internet est un monde cruel. Quand on propose un contenu sur lequel on a travaillé pendant des mois et qu'on s'est arraché les cheveux, on est enfin content de le faire public, quand les commentaires se partagent entre c'est cool, à quand la prochaine, et va te suicider, c'est nul. C'est un monde cruel, c'est un monde cruel. Après, comme je dis, j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté qui est vraiment cool et j'ai peu à faire à ce genre de réaction, mais même si c'est le cas, c'est pas grave, voilà. Je pense pas qu'Internet soit différent des autres médias. On a l'impression qu'Internet est plus cruel que les autres médias, mais je pense que c'est tout simplement parce que les gens ont un accès direct à la parole sous les vidéos, qui peuvent s'exprimer et sous couvert de l'anonymat peuvent dire absolument ce qu'ils veulent. Voilà, c'est juste que l'accès à la parole est plus facile, donc on est plus exposé à ça. Voilà, il faut se blinder au départ. Mais en tout cas, voilà, la critique cinématographique, pour moi, n'est pas, bien entendu, du j'aime pas. C'était vraiment ce dans quoi je ne voulais absolument pas tomber en faisant cette chaîne. L'exemple que je prends tout le temps, c'est celui, par exemple, des cahiers du cinéma, qui ont une réputation assez complexe, parce que pour beaucoup de gens, ils représentent un peu toute l'approche de la critique cinéma à propos d'un télo et tous les adjectifs que vous voudrez coller derrière. Beaucoup de gens me disent, après avoir lu une critique des cahiers du cinéma, même s'ils sont allés jusqu'au bout, parce que des fois c'est vraiment pas évident, je l'admets, d'aller jusqu'au bout de leur critique, beaucoup de gens me disent, mais on sait même pas s'ils ont aimé ou pas à la fin. Et j'ai envie de dire, on s'en fout, c'est pas ça le propos. On part tous du principe, de toute façon, de la subjectivité des goûts, et peut-être que tous les goûts sont dans la nature. On s'en abreuve suffisamment de ce genre de discours, ou même, je prends, voilà, sur Internet, tous les commentaires sont non mais de toute façon, tous les goûts sont dans la nature. Chacun sa route, chacun son chemin, machin.
exceptionnel de voir si vous suivez. Quelqu'un peut me rappeler ce que j'ai dit juste avant? Absolument, merci. Et les cahiers cinéma, voilà, le j'aime pas, finalement, on s'en fout, parce que dans le mec, la subjectivité des goûts fait que, de toute manière, si quelqu'un n'a pas aimé, ça va absolument rien nous dire, l'approche qu'on va avoir du cinéma. Le j'aime pas n'est pas la question. Je prends les exemples des toutes petites chroniques qu'on peut voir dans plein de magazines, parce qu'ils ont tous une rubrique cinéma, les critiques qui tiennent en 5 lignes, le film est nul, les acteurs sont nuls, et sincèrement, ça tient pas la route. À quoi ça sert de lire un truc comme ça? Je veux dire, ça va absolument rien nous apprendre de notre propre rapport au film. Donc, pour moi, la critique cinématographique, c'est avant tout donner des éléments de contextualisation sur le film, donner des clés de vision. C'est ça qui est vraiment important. Le j'aime pas est important aussi, mais il a plus une valeur d'illustration qu'autre chose. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'utilise. Dans les chroniques que j'écris, c'est vraiment utilisé à but d'illustration, et ça me fait d'ailleurs marrer d'en jouer. Une fois, je balance des pics complètement subjectifs sur certains films. Certaines personnes rebondissent dessus, d'autres non, certaines personnes sont d'accord, mais après ça, c'est juste une autre histoire, c'est pas du tout le fond de la chronique. D'ailleurs, je ne me définis pas du tout comme un critique cinéma, c'est pas un terme que j'affectionne du tout. Voilà, pour toutes les connotations aussi négatives que peuvent avoir des termes comme critique, tout simplement. Je considère comme un chroniqueur, tout simplement, j'écris des chroniques sur des sujets, que ce soit des films ou des chroniques un peu plus transversales. Voilà, c'est un côté un peu plus général. Et quand on voit par exemple que sur Internet, que ce soit les critiques cinéma ou autres types de critiques, statistiquement, bien sûr, il y aura beaucoup plus de chroniques, de critiques négatives, parce que c'est ce qui plaît plus, déjà. Moi, sur la chaîne, je vois que les 2 vidéos les plus populaires, ce sont les chutes de trop et les 10 pires clichés, qui sont en gros les 2 seules vidéos explicitement négatives, entre guillemets, que j'ai faites sur un sujet. Et celles qui ont plus de succès, forcément, parce que les gens sont habitués à des formats comme celui du nostalgie critique, où ils veulent voir quelqu'un s'énerver contre quelque chose. Cette nostalgie critique, mais aussi, je sais pas, sur le YouTube français et le web français, Joueur du Grenier, bien entendu, qui est la personne, on va dire, la plus représentative de cette démarche, de taper sur quelque chose de manière comique. C'est quelque chose que font très bien certaines personnes, qui sont vraiment très douées pour le faire, c'est très drôle, mais c'est vrai que c'est aussi le risque, c'est vraiment de tomber dans la facilité et de taper sur quelque chose juste parce que c'est plus facile et juste parce que ça sera, voilà, considéré comme plus facile pour faire marrer. Et c'est absolument pas ma démarche. Moi, je préfère parler, par exemple, de ce qui me botte vraiment. Et la plupart de mes critiques sont assez, mes chroniques donc, sont beaucoup plus positives que négatives. Simplement, voilà, parce que c'est aussi c'est le genre de démarche, encore une fois, que j'avais envie de voir en tant que spectateur. Et à ce stade de ce que je dis, est-ce que vous aurez des questions à tout hasard? Ah! Quelqu'un a une question? Est-ce qu'on va faire un truc avec le micro? Oui. Comment est-ce que tu as construit l'image du Fossoyeur? Comment je l'ai construite, quand je l'ai trouvée? Les deux. Les deux. Non, je peux répondre qu'une. Je cherchais, en fait, c'est encore une fois sur les influences que je voulais avoir, enfin pas les influences, mais plutôt les sources d'inspiration que j'avais sur ce dont je parlais, la scène anglo-saxonne, on va dire, de la chronique cinéma, de nostalgie critique et compagnie. Ce que j'aimais bien, c'est qu'il faisait vraiment des chroniques de fond, et se traiter vraiment des sujets en profondeur assez sérieusement sur des chroniques généralement qui étaient assez longues, tout en ayant généralement un personnage assez fantaisiste qui permettait de contrebalancer le truc et de ne pas aboutir juste à un rendu lourd qui soit juste factuellement limité. Et pour moi, c'était important justement de jouer sur la dynamique, proposer un truc qui soit à la fois assez fouillé dans l'écriture et dans le degré d'analyse, mais qui reste assez léger dans le ton. Pour moi, c'est vraiment super important de jouer entre les différentes dynamiques. Après, de toute façon, on est toujours trop superficiel pour certains, trop pointu pour d'autres. Je sais que j'essaie de m'adresser à tous. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait un jour, j'ai un mec qui m'a envoyé l'équivalent de 6 pages Word pour me dire à quel point ce que je faisais était nul, en prenant point par point tout ce qui n'allait pas dans la vidéo, en disant tu n'as pas parlé de Nosferatu au début de la chronique sur la peur, c'est sombre, merde, mais c'est pas possible. Ok, je lui ai répondu parce que ça demandait quand même de l'effort d'écrire tout ça. Donc voilà, mais je cherchais un personnage un peu fantaisiste et qui soit un petit peu dans l'idée que je me faisais de l'esthétique cinéma de genre. Étant donné que je voulais axer la chaîne sur le cinéma de genre, je voulais un personnage qui soit un petit peu dans cette esthétique de série B, on va dire. Et le Fossoyeur me faisait marrer sur l'image
personnages que j'en ai en tête sont les tout droit sortis d'une espèce de série B de science-fiction ou fantastique des années 50-60. Et voilà, comme j'ai expliqué dans la FAQ que j'avais posté pour les 1 an de la chaîne, je faisais un road trip avec un pote, j'étais en Italie, on était à Turin, on allait aller au musée du cinéma, et je trouvais juste avant de cette visite le concept du Fossoyeur, je me suis dit, mais en plus ça sonne pas mal. Donc voilà, je suis parti sur cette idée, parce que j'avais bien le gimmick aussi de déterrer des sujets, et des films. Après, je ne vais pas uniquement dans le vieux film ou les thématiques qui remontent au début du cinéma, mais la plupart des trucs dont je voudrais parler à travers les épisodes du Fossoyeur sont quand même pas des trucs super récents qui ne relèvent pas de l'actualité cinématographique. Donc voilà, c'était plutôt là-dessus que je voulais partir avec l'idée des Fossoyeurs. En plus, j'avais un manteau noir, donc je voulais absolument l'utiliser. Et voilà. Par contre, ouais, si vous voulez créer un personnage, essayez de garder à l'esprit aussi les contingences concrètes. Parce que quand j'avais commencé, c'était en octobre 2012. Je me suis dit, ça serait cool d'avoir un manteau, une mitaine, du maquillage. Je pensais pas une seule seconde que je tournerais en été, par exemple. Et putain, tourner en été avec là-dessous sur les spots. C'est pour ça que la chronique de Juliette, je l'ai faite dehors. C'était juste un espèce de truc pour sortir de sous les spots et ne pas juste cramer. En plus, quand on a du maquillage, quand on commence à transpirer, il se barre. Donc tout était réuni juste pour que ce soit l'idéal la plus totale. Donc voilà, garder l'esprit et les contingences techniques, c'est super important. Voilà, j'espère que ça répondra à ta question.